Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne des Danielus. Donc aujourd'hui, moi et ma fabuleuse équipe qui est composée de Jade, Élodie, de Gabrielle et de moi-même, Aurélie, on va vous parler d'un sujet quand même important, c'est le métier de technologue en imagerie médicale. On a choisi ce sujet-là parce que c'est un métier dans les centres hospitaliers qui est quand même dans l'ombre et souvent oublié. Donc juste une petite précision avant de commencer la vidéo officiellement, la radiologie c'est quoi? Bien, la radiologie dans le domaine médical, c'est tout ce qui désigne l'ensemble des modalités diagnostiques et thérapeutiques utilisant les rayonnements X. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Allô, moi je suis ici pour vous parler des modalités en imagerie médicale. Qu'est-ce que ce sont des modalités? Ce sont les différentes techniques qui nous permettent d'imager et d'explorer le corps humain. La radiologie conventionnelle est sûrement l'une des premières modalités qui vous viennent en tête. En effet, ce type d'imagerie est très connu et aussi beaucoup utilisé dans le domaine de la santé. Par exemple, voici une image d'un poumon qui représente la radiologie. Cette image d'un poumon peut apparaître en quelques secondes sur l'écran du technologue, ce qui est un très gros avantage pour ceux-ci. Ensuite, la radiologie utilise des rayons X. Ces rayons X sont ionisants pour le patient, c'est pourquoi nous devons utiliser de la radioprotection. Qu'est-ce que c'est la radioprotection? En fait, nous utilisons par exemple des tabliers protecteurs ou des caches au bismuth pour protéger les organes importants des patients. Ce travail nécessite aussi beaucoup de connaissances. Par exemple, chaque partie du corps a un centrage et une collimation précis. Le centrage, c'est où que le rayon principal entre, et la collimation, c'est la surface qu'on veut irradier. Un autre rôle du technologue en imagerie médicale est bien sûr de positionner le patient pour bien démontrer des structures que le radiologiste désire imager. Aussi, le technologue doit avoir une bonne capacité d'adaptation puisque chaque patient a une condition qui est propre à lui-même. En radiographie conventionnelle, il est très important de respecter certaines règles d'application pour s'assurer de la qualité d'image optimale que nous allons prendre avec nos appareils et ainsi s'assurer de la précision des rapports diagnostiques des radiologistes. Et donc, l'une de ces règles à respecter est d'éviter l'agrandissement sur nos images radiologiques et cet agrandissement est dû à la projection conique que nos appareils créent avec leur principe de fonctionnement. Et donc, en voici un énoncé. Le rôle des rayons X étant de copier-coller une structure qu'ils vont rencontrer, eh bien, si j'approche ma structure, elle va être rétrécie sur mon récepteur. Si je l'éloigne, elle va être agrandie. Et donc, de changer l'orientation de ma structure, cela va créer de la distorsion géométrique. Vous voyez, ici, c'est une partie un peu plus rétrécie sur l'image, ici agrandie, car ma structure est en biais. Comme ça, elle est parfaite. Et donc, c'est ainsi que la distorsion géométrique se crée. La principale cause d'agrandissement sur l'image radiologique est la distance entre l'appareil, la structure et le récepteur. Et donc, si je place ma clé ici avec les traits à chaque extrémité, vous pouvez voir qu'elle est très agrandie comparée à l'original. Et donc, pour diminuer l'agrandissement, je dois augmenter la distance foyer-récepteur, donc appareil-récepteur. Et vous voyez déjà une petite différence ici. Et donc, pour diminuer encore plus l'agrandissement, je dois diminuer la distance structure-récepteur. Et donc, l'agrandissement est minimal. Mais il y en aura toujours un sur une image radiologique. Et donc, en réduisant l'agrandissement, il est possible de prendre des mesures fiables et d'avoir plus de détails sur l'image radiologique. Je poursuis avec l'appareil mobile. L'appareil mobile, c'est évidemment un appareil mobile, donc qui se déplace partout dans l'hôpital. Cet appareil-là, il va prendre des radiographies conventionnelles. Donc, comme on a parlé un petit peu plus tôt, mais les patients, au lieu de se déplacer au département de radiologie, eh bien, c'est nous qui vont à eux. On va les retrouver aux soins critiques adultes, aux soins intensifs enfants, aux soins néonatals, donc pour les enfants prématurés, et aussi en réa. Selon le département mentionné un petit peu plus tôt, je vais vous donner quelques exemples. Donc, de visualiser dans l'abdomen où est placé un tube nasogastrique chez l'enfant. Pour un patient aux soins intensifs, l'état de ses poumons parce qu'un suivi sur le pneumothorax. On peut aussi vérifier pour un épanchement pleural qui est du liquide dans les poumons.
On peut aussi faire des radiographies dans la salle de réveil. Donc, à la suite d'une opération, ben, nous, on va se déplacer dans la salle de réveil pour prendre des radiographies, voir s'il reste aucun matériel chirurgical dans le corps du patient. Suite à une césarienne aussi, pour les mêmes raisons. Évidemment, en appareil mobile, on est un peu limité face à notre matériel puisqu'on n'est pas dans une salle de radiographie conventionnelle. Faire beaucoup de poumons et des abdomens parce que c'est les examens de base, mais il est très possible de faire d'autres parties du corps. C'est ce qui résume l'appareil mobile. Une autre modalité de l'imagerie médicale est l'échographie. La plupart des gens pensent que l'échographie est seulement pour les femmes enceintes, donc de l'écho-obstétrique, mais elle peut être utilisée dans vraiment plusieurs parties du corps, comme par exemple le système digestif ou les muscles. Contrairement à la radiographie conventionnelle, l'échographie ne nécessite aucun rayonnement X, donc il n'y a aucune dose qui est transmise au patient. En effet, l'échographie est utilisée avec des ultrasons. Ces ultrasons nous permettent de voir ce qu'il se passe directement dans le corps humain et donc de voir certaines pathologies ou même le flot sanguin des patients. Pour voir le flot sanguin, cette technologie s'appelle le Doppler. Pour trouver ces pathologies ou le flot sanguin, le technologue doit encore une fois bien connaître le corps humain et s'adapter encore à la condition du patient. Donc, je vais poursuivre avec une autre modalité qui se nomme le TDM. Le TDM, aussi connu sous le nom de tomodensitométrie, scan ou TACO, c'est un examen vraiment de choix dans les hôpitaux parce qu'il permet de faire vraiment beaucoup de choses et de visualiser une partie du corps sous tous ses angles. Il permet une coupe d'axes multiples. Il permet aussi de faire une reconstruction 3D. C'est aussi pratique pour toutes sortes de patients. Autant un patient qui vient d'être stabilisé en réa pour un examen de contrôle, qu'on recherche une certaine pathologie, qu'il y a certaines douleurs qu'on n'arrive pas à trouver, on va l'envoyer au scan, ou bien pour confirmer une pathologie qu'on soupçonnait déjà. Donc, le TDM, il permet aussi de visualiser beaucoup de choses qu'en radiologie conventionnelle, il est impossible de voir. C'est aussi un examen avec des indications très précises. En plus de tous ces avantages, c'est un examen très rapide. Donc, pour les recherches traumatiques ou pour les recherches hémorragiques, c'est encore un gros plus. Donc, nous, les technologues en imagerie médicale, dans une salle de TDM, qu'est-ce qu'on fait? Les protocoles sont déjà préétablis dans notre système, mais il va falloir toujours être présent pour le patient durant tout l'examen parce qu'il peut y avoir des injections de produits de contraste. Un produit de contraste, c'est ce qui va mettre en évidence certaines parties du corps selon qu'on précisera peut-être dans une autre vidéo. Si jamais il y a quoi que ce soit durant le processus de l'examen, le médecin n'est pas loin, mais sinon, c'est vraiment le technologue en imagerie médicale qui va s'occuper des procédures et des étapes de A à Z. Donc, voilà pour l'examen du TDM. Par la suite, une autre des modalités utilisées en imagerie médicale est l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique. Cette modalité permet entre autres de découvrir la nature de certaines lésions ou de voir l'extension d'une tumeur qui a été découverte en échographie. Comme l'échographie, l'IRM ne nécessite aucune dose au patient, donc celui-ci n'est pas irradié. Ce qui produit l'image est un grand champ magnétique très puissant et il peut imager n'importe quelle partie du corps. L'IRM comporte aussi des inconvénients. Par exemple, l'examen peut durer de 30 à 1 heure, ce qui est relativement très long pour un examen, et le patient peut se sentir à l'étroit parce que le trou dans lequel il passe est très petit. Donc, il va être important pour le technologue de faire sentir au patient que celui-ci est en sécurité en tout temps. Un autre rôle que le technologue en imagerie médicale peut exercer en IRM est d'insérer un cathéter dans le bras du patient. Ce cathéter va servir à introduire des produits de contraste et donc à rehausser certaines pathologies comme des tumeurs chez le patient. En général, ce travailleur de la santé a beaucoup de tâches à réaliser pendant un examen d'IRM, mais sa tâche principale, son rôle principal, reste de s'assurer que le patient est en sécurité et que celui-ci se sente bien. Donc, il doit avoir une bonne écoute et aussi être compréhensible envers la situation de ce patient. Je vais maintenant parler du bloc opératoire. Certains d'entre vous ne savaient peut-être pas qu'on était présent durant les opérations, mais oui, on utilise un appareil qui se nomme C-arm. Ça utilise un système de radioscopie
Donc, ça donne des très petites doses aux patients, mais c'est pour voir l'intérieur du corps en temps réel. On est autant présent dans les opérations, qu'elles soient ouvertes, que ce soit des réductions de fractures, que ce soit pour une opération d'urgence ou que ce soit des opérations moins invasives. On va être présent de A à Z. Il y a aussi le type d'intervention qui se nomme la radiologie d'intervention. On va faire quelques petits trous, insérer quelques caméras, mais les principaux yeux pour voir à l'intérieur du patient, ça va être notre C1. Donc, autant pour le diagnostic que pour le traitement, la radiologie d'intervention est de plus en plus utilisée dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est ce qui conclut le bloc opératoire. Voilà pour les modalités. J'espère que Jade et moi avons pu vous éclairer sur les différences entre chacune. Maintenant, Gabrielle va vous parler des éléments un petit peu plus techniques de la radiologie conventionnelle, ce qui est la base de notre métier. Pour traverser ces structures, il faut évidemment des rayons X. Et ces rayons X seront caractérisés par deux éléments. Premièrement, la densité qui se définit par la quantité de rayons X qui traverseront notre structure. Et donc, la quantité fera en sorte que l'image sera noire ou blanche, selon s'il y a plus ou moins de rayons X. Une image surexposée, donc trop de rayons X, donnerait une image noircie, tandis qu'une image sous-exposée donnerait une image blanche. Le deuxième élément d'un faisceau rayon X est le kilovoltage de l'appareil ou le contraste sur l'image. Et donc, un kilovoltage élevé de l'appareil donnerait une meilleure pénétration du patient et de ses tissus et une échelle de grille plus courte, et donc parfaite pour les densités osseuses. Par contre, un kilovoltage bas sera meilleur pour les densités de l'abdomen, par exemple, où plusieurs structures sont similaires. Pour résumer les rayons X, imaginons une armée. Le milliampérage seconde est le nombre de soldats que vous aurez, et le kilovoltage, et donc la tension ou la force, sera les armes qu'ils utiliseront. Trop peu de soldats empêcheront la création d'images au récepteur, et un contraste trop faible empêchera les soldats de se rendre au récepteur, et dans les deux cas, mèneront à une reprise d'image. C'est donc que dans notre métier, il faut connaître le compromis à faire entre le nombre de soldats envoyés et la qualité de leurs armes. Il y a maintenant Élodie qui va vous parler de l'importance que nous avons dans les hôpitaux. Malgré que notre futur métier soit plutôt méconnu, les technologues en imagerie médicale sont un peu partout dans les hôpitaux. En effet, plusieurs diagnostics sont faits grâce à nos examens ainsi que plusieurs interventions. En tomodensitométrie, par exemple, nous recevons souvent des polytraumatisés. Un polytraumatisé, c'est quelqu'un dont les fonctions vitales sont en danger, donc c'est très urgent parce que sa vie est en danger. Nous sommes prêts à les recevoir pour démontrer à l'urgentologue les dégâts intérieurs s'il y a lieu. Nous sommes même appelés à aller à la salle de réanimation à l'urgence pour voir si les voies respiratoires des patients sont intactes. Nous avons aussi une grande importance dans les chirurgies d'intervention comme l'angioplastie, l'angiographie et l'embolisation. Ce sont 3 techniques pour aller voir si les artères sont intactes et si la circulation est bonne. Les technologues doivent assister de très près les médecins en leur donnant par exemple le matériel dont ils ont besoin, en surveillant l'état du patient et en produisant les images demandées par celui-ci. Un autre exemple de notre importance est lorsque nous avons à aller au bloc opératoire, comme mentionné un peu plus tôt. Nous permettons aux médecins de voir en temps réel l'évolution de leur chirurgie, que ce soit pour une pose de plaque et vis suite à une fracture ou une insertion de matériel dans les voies urinaires. Nous sommes très souvent au bloc pour assister le médecin. Il y a de nombreux examens et de circonstances pour lesquels nous sommes essentiels aux médecins. Notre importance est vitale car nous permettons aux médecins de voir à l'intérieur du patient sans que cela ne lui pose préjudice et cela lui permet de poser les gestes en conséquence plus rapidement. On permet aux médecins de voir ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu mais qui peut tout de même être dangereux pour le patient. On facilite donc la tâche du médecin. Donc les technologues en imagerie médicale peuvent un peu être comparés à des photographes professionnels parce que dans les deux cas, ils doivent vraiment bien connaître les appareils qu'ils utilisent. Ils doivent aussi connaître comment faire des post-traitements pour améliorer ou optimiser leurs images pour que leurs images soient le plus parfaites possible. Ils doivent aussi aider à placer soit leur modèle ou leur patient pour assurer la bonne qualité. Pour, disons, les technologues, pour que le radiologiste puisse facilement analyser l'image. Par contre, les technologues peuvent voir à l'intérieur des patients, mais cela engendre un potentiel dangereux à cause des rayonnements X s'ils sont utilisés à long terme et plusieurs fois.
Il est normal que nous ne soyons pas toujours au premier plan et que les patients parfois ne remarquent pas notre présence. Notre but est d'être discret et de s'adapter aux situations sans nuire aux médecins. Sans nous, le travail des médecins serait beaucoup plus complexe dans la majorité des cas. Nous sommes appelés à travailler avec des cardiologues, des neurologues, des urologues, des chirurgiens, parce que beaucoup de spécialistes se basent sur l'imagerie médicale pour poser des diagnostics ou pour traiter. Bref, la radiologie est un point central dans les hôpitaux ou les cliniques privées, donc dans nos vies et dans notre santé. Parlons maintenant d'attitude professionnelle. Dans notre code de déontologie, section 4, alinéa 23, 25 et 26.1, il est spécifié qu'un technologue se doit de garder le secret professionnel au même titre qu'un avocat ou un docteur. Il ne doit jamais révéler qu'un patient a fait appel à ses services et il doit mettre les moyens raisonnables en place pour garder le secret professionnel dans son milieu de travail et avec les gens avec qui il coopère. En espérant vous avoir fait découvrir ou redécouvrir le métier de technologue en imagerie médicale, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans la barre de commentaires et nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. En espérant vous voir une prochaine fois.